Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Braconnier. Comment tu vas, Mickaël? Bien et toi, Clément? Eh ben, ça va super. Tu es CEO et cofondateur de Mon Super Voisin, Yes. qui est en passe de renommée. On va en parler juste après. On va parler de plein de choses. Donc, tu es un start-upper. Tu as monté il y a pas mal d'années, enfin, il y a quelques années, Mon Super Voisin. Il y a eu beaucoup de péripéties, forcément, comme dans Cas de le dire. l'entrepreneuriat. C'est le cas de le dire. On va retracer tout ça, notamment. On va s'intéresser au pivot que vous avez fait, justement, pivot réétabli avec succès. Et puis, on va parler un petit peu de ta solution. Et plus généralement, lié à l'activité de Mon Super Voisin, on va parler de l'expérience client en magasin, les services que tu peux avoir quand tu es consommateur. Donc voilà, plein de sujets nous attendent. C'est parti. On a l'habitude de commencer ces interviews avec le CV de l'invité. Ouais. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Alors, d'où je viens? Écoute, moi je suis un Parisien de base, enfin d'Île-de-France. Donc cofondé Mon Super Voisin en 2016 Ouais. avec quatre potes et mon frère. À la base, donc sortie d'études. Sortie d'études, ouais, ok. Exactement. Donc moi j'ai fait un master en retail et e-commerce. Ouais. Et suite à ce master, en fait, je me suis dit voilà, je travaille en alternance donc dans une boîte qui s'appelle ProWeb CE, qui est leader sur les solutions dédiées au comité d'entreprise. Mhm. Et ProWeb, en fait, c'était une super aventure pour moi. J'ai fait mes deux ans de master en alternance là-bas. J'étais sales. Ouais. Et c'est une aventure de dingue parce que j'ai connu la Scale-Up, donc la boîte qui explose tout. On a reçu Pierre, d'ailleurs, Voilà. Pierre Marronnier, si tu nous regardes, justement. Voilà, petit clin d'œil, ok. Cool. Et donc j'ai connu le x2 en 2 ans. Donc on passe de 150 millions à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On passe de 150 collaborateurs à 300. Enfin, c'était vraiment l'hypercroissance. D'accord. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de franchir le pas derrière Ok. et de créer ma startup, Mon Super Voisin. Et c'est de là que l'aventure s'est lancée. Donc, alors, pitch-nous peut-être un petit peu en très rapide Mon Super Voisin, initialement, peut-être à la limite la promesse de départ, et après on va arriver justement, parce que vous n'avez plus la même activité qu'initialement quand tu as Ouais. lancé la boîte, on va parler du pivot, mais à la base, c'était quoi la promesse de Mon Super Voisin? Alors à la base, c'était vraiment l'idée de disrupter les services de proximité, services à la personne, Ouais. au travers d'une application de service entre voisins. Donc Ok, l'idée, donc c'était de pouvoir faire appel à son voisinage, tous les besoins du quotidien, bricolage, très jardinage. B2C, pour le Très, coup. même C2C. C2C, pardon, ouais, On C2C, était même ouais, carrément pour le coup, ouais. sur un modèle vraiment entre particuliers. Ouais, C'était l'avènement de l'économie collaborative. Il y avait Blablacar qui explosait, Airbnb, mais il n'y avait rien encore vraiment de significatif sur les services à la personne. ouais, Et on s'est dit que c'était un vrai marché à le disrupter, d'accord. mais ça s'est pas passé comme prévu. Ok, donc là, il se passe quoi? Il se passe 3 ans où vous itérez, tu me disais, justement. Ouais, en fait, on itère sur ce modèle d'application de services entre voisins. Ouais, On arrive à avoir des beaux succès. On est mis en avant sur l'Apple Store Day One. Donc, tout de suite, c'est comme si tu es sur tous les têtes de gondole des Carrefour de France. Hein. donc là, j'imagine que ça fonctionne à ce moment-là. Donc là, quand en fait, t'es on a un pic comme ça Ouais, d'inscription et puis ça redescend comme ça derrière. Donc, très peu de rétention. On avait beaucoup de jobbers, donc de personnes qui proposaient leurs services, mais finalement peu de demandes. ouais. Et on se rendait compte que le coût d'acquisition client explosait et qu'il y avait des concurrents qui payaient jusqu'à 100 euros un client qui paye un service sur leur plateforme. Donc derrière, en termes de lifetime value, il fallait que le client paye 7, 8 prestats dans l'année pour qu'il soit rentable. Juste être rentable. Exactement, sauf que on a un autre problème sur ce type de plateforme, c'est le bypass et donc le fait que les clients Ouais, une fois que tu as une première prestation, voilà. Forcément, tu prends les coordonnées. Exactement, et c'est ce qui a créé un peu la difficulté de ce modèle. D'accord. C'est le fait que les personnes justement bypassaient le service. Ok. Et donc très compliqué à rentabiliser. Et donc, quand même, assez récemment, il se passe un truc sur votre marché. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, donc, on itère 3 ans, on arrive en 2019, fin d'année 2019, et là, on arrive à avoir des métriques qui sont quand même assez convaincantes avec le peu de moyens qu'on avait à l'époque. Ouais. Et on arrive à séduire un pool d'investisseurs pour faire notre première levée de fonds, un seed. Et on devait lever 600 000 euros à l'époque. On avait quasiment le term sheet. On avait les LOI de pas mal d'invest. Et à ce moment-là, arrive un événement, on va dire, marché externe à Mon Super Voisin, qui a Stouti, donc l'acteur le mieux financé de notre marché, qui avait fait une série B de 11 millions d'euros l'année précédente.
se retrouve en cessation de paiement et se fait racheter au tribunal par Cdiscount 700 000 euros. D'accord. Et alors là, une boîte qui vaut 50 millions qui se fait racheter 700 000 euros sur le même business model que nous, ça a complètement... Vous étiez vraiment concurrents frontaux, quoi, on était concurrents vraiment, vraiment, on était frontal face à eux, avec aussi Allo Voisin et d'autres. C'est pas le truc le plus rassurant forcément que tu vois. Non, en fait, c'est terrible parce que ce qui se passe, ça pourrait être interprété comme une bonne nouvelle, alors que pas du tout, parce que quand on est dans un process de levée de fonds, c'est la locomotive cet outil. Donc c'est, regardez, ça marche, il y a des investisseurs qui investissent, il y a une traction sur le marché, il y a un modèle. Et en fait, là, ça démontre qu'il n'y a pas de modèle, que le modèle n'est pas rentable. Et donc que derrière, nos investisseurs nous ont dit à ce moment-là, donc le deal est bloqué. Wow. Et là, ils nous disent, les gars, c'est pas avec 700 000 euros que vous allez faire mieux qu'une boîte qui a élevé 11 bars sur le même modèle. Et donc là, c'est terrible parce qu'il faut pivoter. Grosse remise en question là. Là, c'est totale remise en question. On est out of cash, donc les collaborateurs qu'on peut plus les payer. Donc là, ça devient très compliqué. Là, c'est le RSA, plus payer le prêt étudiant, plus payer le loyer. Donc c'est une vraie crise. Hein. Donc vraiment parcours. Là, c'est le traversée du désert. Et là, on se décide en fait de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? C'est début 2020, quoi, finalement. Ouais, exactement. Et là, on décide de se dire, ok, est-ce qu'on continue déjà ? Et puis là, on fait les comptes, on se dit, ok, si on arrête, ça est une sacrée ardoise quand même. Donc, si en plus après un échec, tu tapes une ardoise, c'est quand même compliqué de rebondir derrière. Ouais. Et donc là, on s'est dit, non, faut pas lâcher. Il y a un truc à faire, on y croit. Il faut trouver en fait comment le faire. Et c'est là où on s'est aperçu en fait en grattant un peu qu'il y avait 2 tiers de nos utilisateurs qui en fait étaient des clients de grande enseigne et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc qui avaient acheté du parquet, qui avaient besoin de le faire poser, qui avaient acheté une télé, qui avaient besoin de la fixer au mur, etc. Et parti de là, on creuse davantage et on se rend compte qu'il y a peu d'enseignes finalement qui proposent du service à leurs clients. Donc là, c'est là qu'intervient ce pivot. Et là, quel est le déclencheur ? Quel est le moment où vous vous dites let's go, on se focus là-dessus, on n'a plus le choix. En fait, on rencontre pas mal d'acteurs et on rencontre notamment Monsieur Bricolage. Et on va à leur siège à Orléans et on leur explique notre vision en disant voilà, on pivote. On a détecté qu'il y avait un vrai sujet sur le service au client, le post-achat. Aujourd'hui, Monsieur Bricolage propose pas de service comme beaucoup d'enseignes. Hein. Finalement, il y avait très peu d'enseignes qui proposaient du service. Donc concrètement, tu arrives avec ta télé chez toi. Tu as envie de la monter, tu te débrouilles. Ouais, alors en l'occurrence, chez Monsieur Bricolage, c'est plus du bricolage, donc ça va être le coup de peinture, ça va être le coup de peinture, l'installation d'une cabine de douche, de WC, ce genre de choses. Mais effectivement, il n'y avait pas ce service-là, alors que le Leroy Merlin le proposait depuis longtemps historiquement. Et puis tu as d'autres enseignes effectivement sur d'autres secteurs, type Fnac Darty, Boulanger qui en proposent, mais ça s'arrêtait là. Et donc nous, on s'est dit finalement qu'au travers de l'expertise qu'on a développée les 3-4 dernières années en tant que marketplace de services, on était en capacité d'accompagner justement ces acteurs du retail dans la création et le développement de leur offre de service aux clients. D'accord. Et donc justement, chez Monsieur Bricolage, on leur explique qu'on développe une solution servicielle où en fait on va les accompagner au travers notre solution à développer leur propre offre de service pour les faire passer en fait un switch de modèle, d'un modèle purement basé sur de la vente de produits, à un modèle basé sur la vente de solutions aux clients, donc qui inclut en fait cette notion de produits et de services. Très bien, donc ça c'est un petit peu la nouvelle promesse de mon super voisin. Comment ensuite, en interne, tu t'organises pour repenser ton modèle, restructurer tes équipes, enfin, comment ça se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le go de Monsieur Bricolage assez vite, en fait, et on sur un POC, donc on signe 6 magasins justement à déployer, sauf qu'on a le Covid derrière. Et ça, évidemment, comme tout le monde s'y attendait pas. Et là, on se dit vraiment, on n'a pas de bol, parce qu'on pivote sur le retail, et là, on se mange le Covid et le confinement. Fermeture de tous les magasins. Exactement. Et donc là, Monsieur Bricolage, on signe 6 magasins sur notre nouveau modèle, et là, on se rend compte qu'on ne peut pas les déployer. C'est pas que les magasins sont fermés, mais c'est que c'était hyper complexe. La situation, elle était ultra tendue pour les retailers. Monsieur Bricolage, en l'occurrence, leur magasin restait ouvert, mais ils ont dû réorganiser leurs équipes, fermer les rayons non essentiels, mettre en place plein de choses pour justement organisation interne. Donc, il y a eu du chômage partiel. Toutes les équipes étaient vraiment mobilisées sur le sujet Covid. Donc on n'a pas pu déployer. Et là, ça a été encore une fois une attente de ce confinement. Vous deviez bouillonner. Et on bouillonnait. Et en fait, quand le confinement s'est du coup levé et qu'on a pu, là, en fait, le téléphone a sonné dans tous les sens. Et tous les acteurs avec lesquels on était en discussion justement pré-confinement sont revenus vers nous en disant c'est maintenant, plus que jamais. En fait, vous avez préchauffé la machine et dès que Et le Covid a été accélérateur de dingue parce qu'en fait, d'un coup, il me dit c'est maintenant plus que jamais que je dois mieux accompagner mes clients, je les digitalise, donc ils vont venir moins en magasin, donc je dois mieux les servir à domicile. Donc je dois aussi, quand ils vont revenir en magasin, il faut que je leur apporte une expérience qui soit différente de ce qu'ils ont connu avant.
Et donc là, d'un coup, notre solution, elle prenait tout son sens, et pas demain, mais maintenant. Et c'est là où, d'un coup, il a fallu effectivement réorganiser en interne et faire transformer la boîte. On était très focus sur du C2C, donc sur du market, sur du product, etc. Où là, on a dû switcher un peu, être en mode sales, on va tester, on itère, on teste notre solution. C'est quoi l'appétence des retailers et des commerçants sur ces sujets? Quels sont les points de friction? Et comment on peut justement faire en sorte d'apporter une solution qui soit la plus clé en main possible et la plus simple d'implémentation. D'accord, ok. Donc, en gros, le Covid aurait pu vous tuer, même tuer le moral aussi, Ouais. se dire, allez, rebelote, encore un espèce de problème, mais vous avez encore été résilient. Ouais. Vous vous êtes dit, les gars, c'est pas grave, pendant cette période, on va démarcher un max de clients, etc., pour que quand les vannes vont rouvrir, on puisse avoir un max de choses qui s'ouvrent à nous, quoi. Exactement. Et on a réussi à faire une levée de fonds aussi à ce moment-là. Donc en plein Covid, en plein confinement, on a réussi à closer une levée de fonds. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, la nouvelle activité vraiment séduisait et avait Ouais, gagné c'était la un confiance. PowerPoint, hein, clairement. On avait qu'une presse, mais on a été voir. En fait, j'ai été sur LinkedIn et j'ai contacté tous les experts du retail français quasiment. Je les ai rencontrés en one-to-one et avec en fait une démarche simple qui était de dire on s'est planté sur notre premier modèle, on pivote sur une solution dédiée pour les retailers et commerçants. Tu es un expert du retail. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses? Et on cherche des personnes qui ont la double casquette, advisor, investor, et qui peuvent nous accompagner justement à développer ce nouveau modèle. Okay. Et ça les a séduits. Et donc, on a séduit 40. On a président Incroyable. d'Étam, on a vice-président de But, on a le co-CEO du groupe Rocher. Enfin, on a plein de personnes formidables qui nous accompagnent, qui nous ont aidés justement dans le pivot. Et on a aussi le groupe La Poste qui aussi maintenant nous aide à développer de nouveaux sujets. Donc, vous pouvez vous targuer, vous avez 40 investisseurs vraiment du secteur. Exactement. Au board, limite. On a le cofondateur de vente privée. Enfin, voilà, on a c'est assez ouf. Gens super. Très bien. En très rapide, est-ce que tu peux me donner peut-être les 3 valeurs ajoutées aujourd'hui de mon super voisin qui va renommer? On va parler du nouveau naming, etc. Mais vraiment 3 briques importantes de votre solution. Nous, ce qu'on apporte concrètement aux retailers et commerçants, c'est 3 choses pour les accompagner dans le développement de leur offre de service. Le premier, c'est les outils technologiques. Ouais. Donc, pour leur permettre d'implémenter leur offre de service de la manière la plus intégrée possible dans leur parcours d'achat, e-commerce, magasin. Donc, il y a des API Voilà, donc vraiment sur une solution omnicanal avec effectivement API, plateforme marque blanche, solution vendeur et back-office. Le deuxième axe, deuxième pilier, c'est la communauté d'experts. Donc, le fait qu'on ait une communauté d'experts certifiés qui sont que des professionnels, contrairement à ce que notre nom l'indique. D'accord. Et qui sont des auto-entrepreneurs, des artisans, des petites sociétés locales qu'on a triées sur le volet et qui ont subi un onboarding en 3 étapes. Enfin, vraiment, on fait attention à avoir des experts qui sont vraiment qualifiés et sur lesquels on apporte des tiers de confiance, donc des garde-fous qui sont l'assurance AXA jusqu'à 9 millions d'euros, le Satisfait Refait jusqu'à 2 000 euros. D'accord. Ouais. Et puis après, le troisième pilier, ça va être vraiment la gestion des opérations. On apprend aux retailers à un nouveau métier, c'est vendre du service. Avant, ils vendaient du produit. Maintenant, on leur dit qu'il faut vendre des solutions aux clients qui incluent toujours cette notion de produit, mais aussi de service. Et ça, c'est un nouveau métier. Et donc, on est là pour justement les accompagner d'un point de vue expertise, donc en leur promulguant des conseils et en les accompagnant dans la mise en place de leur stratégie servicielle, mais aussi dans la gestion des opérations. Donc là, c'est le SAV client 7 jours sur 7 en marque blanche. C'est derrière la gestion des litiges, des sinistres, de la fraude, mais aussi surtout le recrutement des experts au niveau national pour être certain de pouvoir répondre aux demandes des clients par la suite. D'accord, ok, très bien. Bon, fin du suspense. Mon super voisin n'avait pas plus forcément lieu d'être. Absolument. Tu as sur cette activité-là. Comment vous allez vous appeler? Alors, le nouveau nom, ça va être donc Delt, donc D-E-A-L-T, qui est le participe passé de deal. Donc, ça veut dire gère avec, gérer par. Et donc, comme vous l'aurez compris, on a une certaine expertise sur le modèle marketplace de services, solutions servicielles. Et donc, l'idée, c'est deal with experts, donc avec des experts pour développer votre offre de service, mais aussi avec des experts terrain, qui sont du coup nos experts qui réalisent les prestations et qui ont une compétence du coup aiguisée sur les sujets, sur les prestations sur lesquelles ils interviennent. Longue vie à Delt en tout cas. Merci beaucoup. Tu as voulu parler justement de l'expérience client en magasin. Il y a pas mal de problèmes autour de ça. Est-ce que tu peux en parler très rapidement? Sur les problématiques qu'on rencontre principalement aujourd'hui en magasin, justement, c'est le fait de ne pas pouvoir répondre justement aux demandes des clients qui aujourd'hui souhaitent se faire accompagner. Il y a des tendances de fond. Je pense notamment aux évolutions des modes de consommation. Aujourd'hui, les Français souhaitent consommer plus durable. Donc, ils souhaitent justement acheter moins de produits neufs. Ils souhaitent faire réparer leurs produits. Aujourd'hui, ils ne savent pas réparer les produits, les retailers, c'est les distributeurs. Donc, ils ont besoin justement de mettre en place des solutions de réparation pour justement accompagner cette nouvelle tendance. Parce que s'ils vendent moins de nouveaux produits,
bah, ils vont devoir vendre du coup des services pour combler justement le manque de produits. Et donc, les services de réparation sont un très bon exemple. Et puis derrière, s'ils vendent moins de produits du quotidien, ils vont devoir créer des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Et donc là, pour le coup, ils vont devoir accompagner justement leurs consommateurs dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Parce qu'on ne peut pas augmenter la techno de manière hyper forte si derrière les consommateurs ne sont pas prêts à l'accueillir. Donc il faut de l'humain justement pour accompagner ces clients dans la transformation de leur modèle. Et puis il y a un problème après de différenciation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un modèle très fort qui s'est mis en place ces dernières années, qui est le modèle marketplace, qui est formidable, qui est porté par Miracle, qui est une magnifique licorne. Mais le problème, c'est qu'on est en train d'équiper tous les sites e-commerce des mêmes marchands, des mêmes produits, des mêmes prix. Ressemble en fait finalement. Et après, avec la même tech qui est Miracle, donc vous vous retrouvez avec globalement la même expérience utilisateur. La seule différence qu'il y a, c'est la marque. C'est l'image de marque. Mais nous, on veut imposer un nouveau standard qui est de mettre en place une vraie stratégie servicielle qui va être le cœur de la différenciation des acteurs du retail et du e-commerce. Et pour ça, c'est le cœur d'une expérience client, c'est le service. Et donc, ça va passer à comment j'anime justement mon offre produit-service, comment je fais en sorte de me différencier en termes d'expérience client de mes concurrents parce qu'on propose les mêmes produits, on propose les mêmes prix. Et donc, il va falloir demain me différencier autrement que par mon offre prix et produit. À quoi va ressembler le point de vente de demain? Je sais pas, d'un point de vue digitalisation, on entend plein de choses. Voilà, tous les magasins qui se digitalisent à fond, mais ça va ressembler à quoi globalement? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un client pourra retrouver, je sais pas, dans un magasin 3.0, 2.0, je sais pas comment on peut appeler ça. Je pense qu'il y a une grosse tendance, c'est vraiment le shopping main libre. Donc l'idée de je viens en magasin, notamment, moi je pense à Botanique, qui est un de nos partenaires. Il y a beaucoup de clients, c'est compliqué de partir avec un olivier sous le bras, ça pèse 300 kilos. Effectivement. Donc le must, c'est de dire voilà, je veux telle plante, tel truc, je veux qu'il y ait une personne qui vienne les installer, faire la plantation, derrière me donner les conseils d'entretien, etc. Donc je pense que le magasin va devoir se différencier sur l'expérience client, donc doit être vraiment clairement différenciant par rapport au e-commerce, où il va falloir vraiment offrir une expérience qui va être tournée sur simplifier la vie du client. Faire en sorte que quand il vient en expérience, quand il vient en magasin, il vive une vraie expérience où il y a un vrai accompagnement humain. Donc je pense que le magasin doit miser sur l'humain, justement parce que c'est ce que viennent chercher les clients qui vont au magasin, c'est le contact avec les vendeurs, c'est l'expérience des vendeurs, c'est leur expertise. Et derrière que cette expertise, ils puissent aussi la promulguer à domicile et qu'elle aille plus loin que le magasin. Et donc le magasin, il aura un rôle vraiment d'offrir la meilleure expérience possible centrée autour de l'humain et donc il faut offrir les bons outils justement aux équipes en magasin pour qu'elles puissent mieux accompagner leurs clients. Très clair, très clair. Le mot de la fin, Mickaël, on a terminé. Bah écoute, c'était hyper cool. La conclusion? Écoute, je pense que maintenant, faut que s'il y a des distributeurs, des retailers qui nous écoutent, foncez sur delt.fr. Clairement, très joli produit. Merci en tout cas, Mickaël, de t'être prêté à l'exercice. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. Méga joli produit, pivot réalisé avec succès. Félicitations à vous, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Clément. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre si cette émission vous a plu. On a été ravis de t'accueillir, Mickaël. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Salut les amis, ciao.